Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et surtout cet après-midi chargé d'animer ce débat sur les prix. Ce bel amphithéâtre porte le nom de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard était physicien de formation, puis philosophe. Il n'a apparemment rien écrit sur les prix, du moins rien que je n'ai pu trouver. Mais dans son admirable psychanalyse du feu, il a mis une phrase que je souhaiterais mettre en exergue de ce débat. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Désir ou besoin, voilà qui nous emmène vers les bas prix. En tout cas, les bas prix sont devenus aujourd'hui une obsession. Je me suis référé à l'un de mes outils de mesure favoris, qui est le Googlemètre. Sur le mot prix bas, il renvoie 1,7 million d'occurrences, contre 58 000 pour frontières de l'Europe et 300 000 pour menaces terroristes, pour reprendre deux autres thèmes de débat qui se déroulent ici en ce moment. Cette obsession s'exprime d'autant plus avec l'effet de la mondialisation, qui joue comme un véritable levier. Il y a des centaines de millions de nouveaux venus sur le marché du travail en moins de 15 ans, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Cela exerce une pression extraordinairement puissante sur les prix, qui sont toujours plus bas, à tel point que cela se mesure même dans les indices de prix. On estime que dans la zone euro, l'effet de la baisse des prix venant de la montée des importations des pays les moins favorisés exerce une pression de 0,3% par an sur les prix. Pourquoi cette obsession est-elle aussi forte ? Parce que nous vivons dans une société d'arbitrage croissant. Avant, le cadre achetait un produit pour cadre et l'ouvrier achetait un produit pour ouvrier. Aujourd'hui, nous avons une consommation qui est de plus en plus en sablier. On peut manger un McDo le midi et dans un bon restaurant le soir. On peut porter un pantalon à 5 € avec un Lacoste à 80 €. Et donc, on a du haut de gamme, du bas de gamme, et on cherche de plus en plus le prix bas. Tout ce qui est au milieu de gamme connaît de graves problèmes aujourd'hui. Et ça, cet arbitrage est d'autant plus fort que le pouvoir d'achat progresse lentement et qu'il est rongé par l'accroissement de charges. Alors, il y a d'abord le logement, mais aussi les postes télécoms. Juste 3 chiffres. Prenons un foyer qui dépense 29,90 € par mois pour Internet, 28,90 € pour un forfait TPS grand public, 22,90 € pour un forfait Orange classique 1 heure, 23 €, et puis un forfait SFR le compte bloqué 1h30, 25 €. Le tout fait plus de 100 € par mois, alors que le revenu médian en France d'un ménage est autour de 1 500 €. Quand un poste monte aussi vite dans le budget des ménages, il faut arbitrer partout ailleurs et faire partout ailleurs aussi la chasse aux prix les plus bas. Donc nous cherchons tous ou presque, les prix les plus bas, au moins sur certaines parties de notre consommation. C'est vrai pour les télés, c'est vrai pour les ordinateurs, mais ça le devient aussi pour le téléphone ou pour les voyages. Et puis ce fantasme derrière, le fantasme du tout gratuit qui se développe. Mais nous vivons aussi dans une schizophrénie. Le consommateur veut payer moins cher, mais le producteur veut payer plus cher. Et nous sommes chacun, ou appelés à le devenir, producteurs et consommateurs. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire tous les produits deviennent de moins en moins chers et tous les producteurs sont payés de plus en plus cher, on aboutit au fait qu'en France, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus de richesse et donc on cherche à acheter encore moins cher. Comment sortir de cette spirale ? Nous allons en parler avec les 5 intervenants qui sont ici présents. Donc Jacques Bauchet, qui est directeur des ressources humaines de Carrefour, leader français de la distribution et numéro 2 mondial. Guillaume Pépi, directeur général exécutif de la SNCF. Pascal Perry, géopolitologue qui dirige une société de conseil et qui est auteur d'un livre toujours moins cher, qui est paru aux éditions Cartala, où il développe évidemment toute une série de théories sur ces sujets. Et puis Robert Rochefort, directeur général du CREDOC, l'organisme d'études bien connu qui travaille beaucoup sur les conditions de vie. Donc CREDOC, le C, ça veut dire conditions de vie. Et puis enfin Guillaume Sarkozy. Guillaume, vous n'êtes pas là sous votre casquette de délégué général de Médéric, qui travaille dans les services et dans la protection sociale, mais vous avez longtemps travaillé dans le textile, vous avez une longue expérience, vous avez dirigé Tissage de Picardie, qui a disparu l'an dernier, et puis vous avez aussi été président de l'Union des textiles et vice-président du MEDEF. Donc le débat va s'organiser sous cette forme. Je vais poser 1 ou 2 questions à chacun des intervenants, avant de laisser le privilège de la question à un panel d'étudiants de l'ESSEC et de l'ISG, qui a ciselé toute une série de questions, puis ensuite à la salle. Je vais commencer avec vous, Robert Rochefort. Vous êtes un homme d'études. L'obsession du prix bas, est-ce qu'elle est ancienne ?
Ben, dans une certaine mesure, oui, puisqu'on peut dire que toutes les formes de commerce moderne ont cherché à faire baisser les prix pour démocratiser l'accès à la consommation. Lorsque Boucicaut crée le bon marché, maintenant donc bien connu, mais qui n'est plus forcément le moins marché, mais moins bon, le meilleur marché, j'allais dire, mais c'est évidemment pour rendre des prix plus bas et démocratiser la consommation. Quand Édouard Leclerc, qui est le père de Michel-Édouard Leclerc, lance le premier supermarché, il fait la même chose. Lorsque les familles de Forêt lancent le premier Carrefour, qui est le premier hypermarché, ils font la même chose. Donc c'est pas nouveau. Néanmoins, je crois que, et vous l'avez d'ailleurs dit en introduction, le fait que c'est atteint le degré obsessionnel d'aujourd'hui, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a franchi une étape qui est une étape où c'est devenu systématique et j'allais dire systémique. Pour le résumer d'une certaine façon, je crois qu'il n'y a aucun secteur de consommation, mais d'ailleurs dans le business to business aussi, mais aucun secteur de consommation qui peut être à l'abri d'une logique d'opérateur qui arrive en faisant du prix le plus bas possible et de l'hyper-discount, de même que je crois qu'il n'y a aucun groupe social, y compris les plus aisés, qui puisse dire aujourd'hui, moi pour certains aspects de ma consommation, je n'ai pas des arbitrages, comment dire, en termes de prix les plus bas. D'ailleurs, je dis parfois en forme de boutade, et ça intéressera peut-être certains étudiants qui ont envie d'entreprendre, si j'avais envie de lancer une entreprise aujourd'hui, je chercherais probablement les secteurs dans lesquels il n'y aurait pas déjà d'opérateurs low cost ou hard discount, et je me dirais qu'il y a certainement une possibilité ou une opportunité. Donc c'est ça qu'il faut voir. Alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que là il y a une petite ambiguïté, y compris dans les slogans commerciaux, et je pense au slogan actuel de Carrefour qui dit, vous avez peut-être entendu, quelque chose qui, enfin vous me rectifierez, excusez-moi, mais qui est quelque chose du genre acheter moins cher pour dépenser moins. Je crois qu'il y a le dépenser moins dans le slogan. Évidemment, c'est pas vrai. On achète moins cher pour dépenser plus. Ça, il faut bien le comprendre. Mais pour dépenser plus en achetant plus de choses. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on a pu croire à une certaine époque, de, comment dire, parce qu'on était inquiet et qu'on voulait favoriser l'épargne, qu'on faisait des économies de cette nature. Non, on a aujourd'hui, on dépense plus que ce qu'on gagne, d'où le succès du crédit à la consommation, sur lequel nous sommes en retard en France par rapport à des pays autour de nous, mais nous dépensons surtout plus, et vous avez indiqué ce sur quoi nous dépensons plus. Alors, en guise d'introduction, je voudrais juste poser deux questions. La première question, c'est est-ce que ça n'a que des vertus ? Je ne crois pas. Je crois que l'obsession du prix le plus bas n'a pas que des vertus, et je crois qu'en particulier, ça favorise évidemment les délocalisations et les achats dans les circuits de distribution. Et d'ailleurs, ce sera assez intéressant que Carrefour nous parle de son différence de positionnement, puisqu'il y a quelque temps, Carrefour était sur le mieux consommer, et maintenant Carrefour est sur le dépenser moins. Donc comment est-ce qu'on gère l'arbitrage qualité-quantité à la fois quand on est un consommateur individuel, mais aussi quand on est un distributeur. Donc je crois qu'il y a incontestablement une intensification des logiques de se fournir à l'étranger, surtout quand en plus, vous l'avez peut-être remarqué, la grande distribution depuis quelques mois est sous les feux de la rampe, et le ministre de l'économie a tendance à dire qu'il faut que les prix baissent dans les grandes surfaces. Et on a parfois tendance à considérer que le combat pour le pouvoir d'achat en France consiste à faire baisser les prix, ce que je trouve un tout petit peu à l'inverse du raisonnement économique, parce que le combat pour le pouvoir d'achat, ça devrait d'abord être un combat sur l'augmentation des rémunérations. Si vous allez en Angleterre, vous verrez que les Anglais, ils ne se demandent pas si l'indice des prix va faire 1,2 ou 1,4%, et si le delta de 0,2 va être leur pouvoir d'achat, ils se demandent combien ils vont gagner. Et dernier point pour cette introduction, est-ce que c'est également positif pour le consommateur ? Alors là, au risque de peut-être ça va créer une polémique, un débat, il faut savoir que malgré tout, on ne peut pas considérer que les produits les moins chers possibles sont de qualité identique aux produits plus chers et aux produits de marque. Alors il faut savoir que dans nos études du consommateur, nous avons quelque chose d'important qui est ce qu'on appelle les stratégies de rationalisation. Donc le consommateur rationalise. Donc un consommateur, par exemple, qui va acheter un yaourt de premier prix, si j'ai un super discounter, va dire un yaourt, c'est quoi ? C'est du ferment lactique, du lait et puis un emballage. Et finalement, un yaourt, ça vaut un yaourt. Et en achetant mon yaourt premier prix, j'achète un yaourt et j'ai rien à dire. À l'inverse, un consommateur qui va qui va faire le choix d'un yaourt de marque avec peut-être du bifidus actif dedans, je ne sais pas très bien, fait à l'ancienne ou je ne sais pas quoi, va rationaliser en disant attendez, il n'y a aucun rapport entre un yaourt basique et le yaourt que j'achète. Donc les consommateurs rationalisent leur choix, etc. Mais il est sûr, alors là on pourra en débattre, mais il est sûr que malgré tout,
Comme beaucoup de consommateurs, et probablement c'est le cas de beaucoup d'entre nous, nous achetons très souvent des choses de premier prix, ou d'ailleurs des services de premier prix, des billets, etc., nous avons tendance à considérer qu'on ne dégrade pas la qualité. Ben, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Et mon mot de la fin, c'est pour dire que malgré tout, ça c'est basique, ça fait un petit peu, économie familiale que de le dire, mais pour le consommateur, c'est quand même la recherche du rapport qualité-prix qui est la façon d'optimiser son panier, et pas simplement la recherche du prix le plus bas. Merci Robert. Franck Riboud, le PDG de Danone, c'est très bien expliqué entre quatre yeux à quelqu'un qu'il y a une très nette différence entre les yaourts qui fait sous la marque Danone et ceux qui fait sous la marque distributeur. Mais il dit, je ne peux pas l'expliquer par la publicité, c'est trop compliqué. Guillaume, oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Apparemment, il est convaincant. Excusez-moi. Non, mais ça, c'est une pique pour les industriels. C'est les industriels qui fabriquent les mêmes produits, mais il y a un débat évidemment avec les distributeurs. Le problème, c'est que les industriels ne peuvent pas dire que les produits qu'ils fabriquent en marque distributeur, en marque premier prix, sont de bonne qualité, parce qu'évidemment, les distributeurs qui sont les acheteurs leur diraient le contraire, puisque les distributeurs, eux, communiquent sur le thème. Nos produits de marque distributeur sont de même qualité que les produits de grande marque. Guillaume Sarkozy, donc vous incarnez, j'ai pris une casquette un petit peu réductrice pour chacun d'entre vous, vous êtes l'industrie. Donc, dans cette... Et j'en suis très fier, d'ailleurs. Dans cette obsession du prix bas, est-ce que vous pensez que le consommateur y gagne ? Moi, je crois qu'il y a eu des baisses de prix vertueuses et il y a des baisses de prix qui sont plus difficiles à gérer et qui déstabilisent l'économie et qui nécessitent un réingéniering de l'économie. Quand j'ai commencé dans le textile, une des affaires que j'ai rachetées dans le textile en 1985, on vendait nos produits 15 euros du mètre, 100 francs du mètre. En 2005, on vendait des produits beaucoup plus sophistiqués en business to business, 12 euros. Donc, en l'espace de 20 ans, nos prix ont été plus que divisés par deux. C'est vertueux. Et cette baisse de prix, dans le même temps, a généré de la valeur ajoutée. Donc ça, c'était vertueux. Il se trouve qu'il y a 1 an et demi, dans le cadre de mes anciennes fonctions industrielles, j'ai été au Pakistan et j'ai été visiter des usines extraordinairement modernes, avec des machines qu'on ne trouve plus en France, dirigées par des patrons extraordinairement modernes, avec des formations formées dans les meilleures écoles du monde. Et voulant faire le malin, je demande à visiter le bureau de style, en me disant toi, tu parles, je vais avoir moi un bureau de style bien mieux que le tien. J'ai vu 22 stylistes derrière 22 stations de conception assistées par ordinateur, un service qualité de 50 personnes qui travaillaient en 3-8. Ça pour vous dire que l'usine était vraiment nickel. Dans l'usine, des personnes, cette fois-ci des ouvriers pakistanais, dont le prix de revient était de $3 par jour, et cette usine exportait des conteneurs extrêmement importants toutes les semaines, bien entendu, sur l'Europe, où elle vendait à la grande distribution. Alors, on dit la grande distribution s'enrichit. Non. Alors, monsieur Boucher va nous le dire. Mais dans le domaine du textile, en tout cas, la baisse de prix est tellement importante que la baisse de chiffre d'affaires est aussi importante. Donc, les rayons baissent leur chiffre d'affaires. On va dire le consommateur, ça lui sert. Non, non, à une certaine mesure. Parce que l'industrie pakistanaise, en l'occurrence, vendant du linge de maison, une fois que le consommateur a acheté des draps ou des draps de lit ou des nappes dont le prix a baissé beaucoup, il va en acheter une deuxième, il ne va pas acheter un troisième. Et finalement, l'ensemble des industriels, je suis moi aussi réducteur, et l'ensemble des producteurs européens est à genoux. Donc on peut se dire, où est passée, dans cette baisse de prix brutale, où est passée la valeur ajoutée ? Et moi je pense qu'il y a un lien très fort entre, bien sûr, l'évolution du prix, la rupture du prix. Et pour moi, la rupture du prix, s'il faut là aussi être caricatural, je la situe à l'entrée de la Chine dans l'OMC à peu près en 2002. Bien sûr, il y en a eu avant. Mais c'est là que les choses ont complètement changé. C'est là, à ce moment-là, que dans le textile et maintenant dans le reste de l'industrie, l'équilibre économique mondial est complètement différent. Et là, on voit bien que le consommateur, à mon avis, va commencer à y perdre. Pas toujours, pas systématiquement. Mais si rien n'est fait, il va y perdre. Alors c'est d'autant plus paradoxal que nous sommes dans un monde où le consommateur est hystérique de segmentation. Il veut lui-même, on parle de ce mot horrible de customisation de masse, mais ça veut dire que chacun veut son produit à lui. Et donc, ce sur-mesure de masse nécessite au contraire une valeur ajoutée énorme, que n'est pas capable de donner le nouvel système de production mondialisé, pour faire simple. De la même manière, le citoyen dit « Moi, je veux du développement durable ». Ah ben oui, mais les conditions de production
notamment dans le textile, enfin dans l'industrie, sont absolument sordides. Enfin, peuvent être, pardon, faut pas de généraliser, mais peuvent être absolument sordides et en décalage avec les attentes du consommateur. Il y a donc bien une nouvelle régulation à trouver quelque part. Alors peut-être ce sera sûrement même la deuxième partie de ce débat, mais voilà comment moi je pose le débat en matière de rupture et de lien valeur ajoutée entre le prix et le service offert au consommateur. Un mot encore pour dire que quand je suis rentré de vacances en 2005, j'étais sur l'autoroute, j'étais content de rentrer travailler, j'étais encore en textile, et je vois ma radio et j'entends qu'un grand distributeur textile, c'était pas vous, proposait des jeans pour des enfants à 3 €. Quand c'est ça, quelle peut être la réponse? Alors, quelle est la valeur ajoutée? Et je termine par là pour bien montrer ce que ça veut dire le prix bas par rapport à la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée et quelle peut être corollairement la réponse de l'industrie européenne par rapport à ça? Elle peut être que nulle. Merci Guillaume. On voit bien qu'il y a d'un côté des arbitrages individuels, et il y a aussi des arbitrages collectifs. Les arbitrages collectifs sur la notion de qualité, sur la notion d'environnement. Une voiture sans pot catalytique, elle vaut moins cher, mais elle protège moins l'environnement. Et ces arbitrages-là, certains au moins doivent être fixés au niveau collectif. Et la question est de savoir par qui et comment. Juste un mot, la fameuse voiture chinoise à 2 000 € qu'on attendait dans les années qui viennent, j'ai appris avec pas mal de plaisir la semaine dernière qu'il fallait peut-être attendre 15 ou 20 ans, car effectivement elle est produite à 2 000 €, mais dans le domaine de l'automobile, les normes sont absolument draconiennes en Europe, ce qui n'est pas le cas dans le domaine du textile. Merci Guillaume. Nous allons maintenant passer à Jacques Bauchet. Jacques Bauchet, donc la casquette commerce. Donc Carrefour, vous vous occupez des ressources humaines, mais vous êtes aussi et surtout directeur général et membre du directoire. Est-ce que vous pensez donc, comme nous y amenait Nicolas Sarkozy, Guillaume Sarkozy, je savais que ça m'arriverait, excusez-moi Guillaume, mais voilà, ça y est, c'est passé, maintenant je me sens mieux. Donc, Jacques, est-ce que vous pensez qu'il faille sortir du prix bas et est-ce possible? Oui, alors, moi je ne suis pas Ségolène Royal. Je ne me suis pas trompé, rassurez-moi. Okay. Bon, première chose, ce que je dois dire, c'est que le prix bas, ça marche. Et c'est un peu pour répondre à la question de Robert Rochefort. Si on a changé notre positionnement, du mieux consommer au prix bas, c'est parce que ça marche. Et si on avait continué dans la voie d'il y a 2 ans, probablement, je ne vais pas dire que je ne serai pas ici pour vous parler, mais probablement, en tout cas, que Carrefour aura à faire face à de grandes difficultés. Parce que quand on est distributeur de produits de grande consommation, on n'a pas le choix. Produits de grande consommation, ça veut dire que ce sont des produits, je dirais, d'une grande banalité, pas sophistiqués. Et pour ce type de produit, la variable prix est la variable déterminante, celle qui va déterminer l'acte d'achat. Quand on demande aux consommateurs qu'est-ce qui détermine, encore une fois, leur achat, on s'aperçoit que 55% d'entre eux disent qu'ils recherchent la marque la moins chère. Alors ça nous conduit peut-être à des jeans à 3 €, mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Donc je dirais qu'un premier commentaire, c'est plus le produit est banal, et plus on va chercher le prix bas, parce que plus le prix sera la variable discriminante, en fait. Bon. Le meilleur exemple, c'est l'essence. Quand en 86, Balladur libère les prix sur l'essence, on s'est aperçu que quelques centimes faisaient bouger les consommateurs de manière importante. Bon, nous, on le constate tous les jours, et si on regarde ce qu'a donné notre changement de politique depuis 2004, on s'est aperçu que nous avons gagné des parts de marché simplement en remettant en avant le discount, le prix bas. Donc, premier commentaire, le prix bas, ça marche, et on ne peut pas faire l'impasse. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisant? Évidemment pas. Alors ce sera je pose l'occasion du débat. Et je dois dire que le groupe Carrefour est un groupe multi-enseignes, et selon les enseignes, la politique de prix n'est pas la même. Parce que le client achète un produit et est prêt à mettre un prix pour un produit, mais il peut acheter autre chose que le produit. Et quand il va dans une enseigne de proximité, par exemple, il achète la proximité, le service apporté par la proximité, il est prêt à payer pour ça. Et donc, on a des politiques de prix dans les enseignes, par exemple, Shopee, 8 à 8, Proxy, qui sont des enseignes qui appartiennent au groupe Carrefour, qui ne sont pas les politiques de prix qu'on pratique dans notre chaîne de hard discount ED. Donc, encore une fois,
d'une manière générale, pour un distributeur de produits à grande consommation, oui, le prix bas est une absolue nécessité, même s'il faut modérer, mais ce n'est pas la seule variable, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant, et en tout cas, les politiques de prix sont différentes selon les enseignes. Un mot supplémentaire, les politiques de prix sont différentes selon les produits. Si je tire la leçon de ce que je viens de dire, il y a des produits qui apportent quelque chose de plus que la simple qualité, qui apportent l'innovation, de la nouveauté, qui apportent de l'authenticité. Et ces produits-là peuvent se différencier en matière de prix parce qu'ils vont trouver une demande, ils vont trouver des consommateurs qui seront prêts à payer plus pour quelque chose de plus, prêts à payer plus pour de la nouveauté, prêts à payer plus pour de l'authenticité. Et donc, une grande chaîne de distribution comme Carrefour peut, à l'intérieur de son offre, avoir des politiques de prix différenciées, à condition que ces politiques de prix trouvent leur justification, une justification supplémentaire à la simple définition de qualité de base du produit. Donc voilà quelques éléments de réponse qui permettent Juste un chiffre, Jacques. Aux États-Unis, votre concurrent Walmart est devenu un importateur massif et il réalise à lui seul plus de 10% des importations de la Chine que font les États-Unis. Vous, dans ce que vous vendez, quelle est la proportion de ce que vous importez ? Elle est très faible, parce que si vous prenez l'exemple de Walmart, Walmart est le premier distributeur du monde, mais il vend entre 40 et 50% de son chiffre d'affaires en produits non alimentaires. Et les produits non alimentaires, une grande partie de ces produits non alimentaires sont fabriqués en Chine, l'usine du monde. Et Walmart est présent essentiellement, je dirais 80% de son chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc Walmart, c'est une grande partie des importations de la Chine vers les États-Unis qui sont distribuées à travers la chaîne Walmart. Alors pour Carrefour, c'est très différent parce que, premièrement, nous ne faisons qu'à peine 50% de chiffre d'affaires en France. Et deuxièmement, nous sommes un distributeur à dominante alimentaire. On fait 80% de nos ventes, entre 80 et 85% de ventes dans l'alimentaire. Alors il faut savoir que dans l'alimentaire, les achats se font localement. La réussite d'un distributeur, elle passe par la maîtrise d'un concept et par son savoir-faire à adapter ce concept dans les différents marchés dans lesquels il se trouve. Cette adaptation de ce concept se traduit par une offre de produits qui correspond aux habitudes de consommation locales. Et pour les produits alimentaires, ces produits sont achetés localement. Alors, pour les produits non alimentaires, effectivement, on se retrouve dans la problématique de Walmart. Mais notre taille dans notre marché d'origine, la France, d'une part, et la part qu'on représente dans les produits non alimentaires fait qu'on n'est pas du tout dans ces proportions. C'est, je dirais, pas significatif à l'échelle de notre chiffre d'affaires global. Ok. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est un peu compliqué. On y reviendra. Alors, Guillaume, vous avez la casquette service. Alors, dans les services, évidemment, c'est plus difficile de faire produire en Chine. Et pourtant, on a cette pression pour les prix bas. Alors, comment est-ce que vous faites pour y répondre ? Alors d'abord, c'est de plus en plus dur pour nous. Moi, je suis le 4e, vous êtes le 5e. Pour ajouter à l'introduction, ça va être dur. Juste un mot. D'abord, moi, je vais essayer de défendre un tout petit peu la différence entre le prix bas et le prix anormalement bas. Parce qu'il y a, je crois, de bons prix bas. Les bons prix bas, c'est ceux qui résultent, par exemple, de bons processus industriels, de politiques de volume du producteur, du fait de limiter la part de publicité, de frais de marque, etc. sur un produit. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent permettre aujourd'hui d'avoir des coûts bas qui permettent des prix bas. Et comme ça a été dit par mes collègues, là il y a une profonde aspiration. Simplement dans les services, vous l'avez dit, c'est un peu plus compliqué parce que le prix bas, ça veut dire en gros à quel prix est-ce qu'on accepte de payer le temps de travail des autres. Puisque dans les services, l'essentiel du prix, c'est du temps de travail. Et là, moi, il me semble qu'il y a une chose qui est frappante en France, c'est qu'en France, on n'a pas du tout fait notre évolution culturelle. On est dans un système où, en gros, les prix des produits à 49 €, c'est jamais cher, mais 49 € pour une heure de cours pour les gamins, 49 € pour une heure de service, un massage, pour n'importe quoi, 49 €, le réflexe, c'est plutôt de se dire « Ah non, je l'achète au black parce que c'est trop cher ». Donc je trouve qu'en France, il y a un sujet vraiment du rapport au travail et du rapport au service, qui est le même sujet, et qui, au fond, pénalise les services par rapport aux produits. Juste une précision, et qui se retrouve sur le plan, évidemment, des cotisations sociales, puisqu'entre le black et le no black, il y a un rapport de 1 à 2.
Et alors après, évidemment, on se plaint de l'augmentation des cotisations sociales, mais le périmètre des cotisations sociales, au lieu d'augmenter, se réduit. Donc, enfin, blablabli, blablabla. Juste pour rester un instant, sur le prix bas dans les services. Dans les services, il y a quand même une chose qui est nouvelle et qui est formidable pour faire du bon prix bas. Ce sont les systèmes d'optimisation commerciale, qu'on appelle en anglais yield management, et qui consistent à éviter de gâcher ce qu'on a produit et ce qu'on n'a pas vendu avant. Parce que le propre du service, c'est que ce qu'on n'a pas vendu est gâché, puisqu'on ne peut pas stocker le service. Et donc ces systèmes inventés aux États-Unis, mais il y a maintenant 30 ou 40 ans, puis qui se développent, permettent de dire à un certain moment, puisque je ne l'ai pas vendu, je vais le vendre moins cher, je vais en faire bénéficier les consommateurs, mais pour autant, je n'ai pas derrière transformé les conditions de production du produit. Et quand on voit, nous, par exemple, une première classe du TGV qui aujourd'hui se développe plus vite que la deuxième classe, c'est parce qu'on a mis en place un système qui permet de vendre les places qui n'ont pas été réservées en première à des prix qui sont souvent comparables à ceux de la seconde. Et puis, voire inférieur. Voire inférieur, ce qui peut poser des problèmes, effectivement. Dernier point, alors, je voudrais dire un mot sur les prix anormalement bas. Dans les prix anormalement bas, alors là, me semble-t-il, il y a un autre débat. On passe du paradis du marketing, qui est le prix bas qu'on vient de décrire, à un système économique qui est infernal, parce que le prix anormalement bas, ça veut dire que l'écart est payé par quelqu'un d'autre, et qu'on ne sait pas très bien qui. Alors tantôt c'est le contribuable, tantôt c'est le producteur de matières premières du pays d'origine, tantôt c'est les ouvriers ou les salariés qui ont produit le dit produit, tantôt c'est l'environnement, tantôt... Bon, on ne sait pas qui va payer les pots cassés, on ne sait pas qui va payer le prix du prix bas, mais il y a quelqu'un qui va payer le prix. Et ce qui est choquant, c'est qu'on ne sait pas qui, et que par conséquent, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Il y a au fond une victime du prix anormalement bas, mais ça, personne ne le sait. Et je pense qu'une des choses, et je terminerai par là, qui est en train de changer en France, c'est que l'espèce de schizophrénie dans laquelle on est tous, c'est-à-dire comme consommateur, tout est permis, même la paire d'espadrilles à 1 €, c'est permis. Et dans ce cas-là, on en achète 3, 5, 10. Eh bien, ce consommateur-là que nous sommes tous, moi le premier, il finit quand même aujourd'hui par se poser des questions de citoyen, parce que par ailleurs, comme citoyen, il est assez unanimement contre les excès de la mondialisation. Et donc, on se voit, moi je me vois parfois prendre la paire d'espadrilles à 1 €, hésiter, puis... Bon voilà, je trouve que la conscience citoyenne est en train de pénétrer la consommation. On le voit avec les produits éthiquement responsables et ça, je trouve ça vachement encourageant. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir effectivement sur la consommation dite équitable. Pascal Perry, donc vous, casquette consultant, et pour vous, le prix bas, ça devient un système très global. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Oui, alors j'ai d'abord pas tout à fait un système nouveau, effectivement, je vais me lever si vous permettez. Comme le disait Robert Rochefort, je crois que les prix bas en France, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait nouvelle. Lorsque j'ai écrit Toujours moins cher, j'ai rencontré beaucoup d'industriels, de producteurs de services notamment, et l'un d'entre eux qui est très connu, Jacques Maillot, qui est le père fondateur de Nouvelles Frontières, qui me disait l'obsession des prix bas, ça commence en 1974 quand on lance le droit au voyage. Mais tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Simplement, la façon dont vous avez posé la question induit déjà une forme de réponse. Les petits prix ou les prix bas, à quel prix ? Moi, je pourrais vous demander pourquoi est-ce que les consommateurs achètent des prix. Et c'est vrai que c'est difficile d'être le cinquième parce que beaucoup de choses ont été dites, mais ce que le consommateur ne paye pas, c'est le salarié ou le contribuable qui finissent par le payer. Nous vivons dans un pays où 60% en moyenne du revenu des ménages est consommé par l'impôt, direct ou indirect, les taxes, les redevances, par le logement, et donc tout ce qui reste, c'est de l'ajustement, de la variable d'ajustement. On veut continuer naturellement à alimenter sa famille, à nourrir sa famille, et on voit bien d'ailleurs que les chiffres bougent sans que les volumes bougent. Dans les années 1970, les Français consommaient environ 30% de leurs revenus à nourrir leur famille. Aujourd'hui, c'est 15%, sans que pour autant on puisse dire qu'on mange 2 fois moins. Je crois qu'on consomme la même chose en volume, mais c'est 2 fois moins cher. Et c'est vrai que cette question des prix bas, je pense qu'elle n'est pas uniquement liée
à la production des biens et des services. C'est-à-dire qu'on la voit un petit peu partout dans l'économie. Ikea, après tout, est un modèle low cost. La Logan de chez Renault est aussi un modèle low cost. Et je suis, pour ma part, assez souvent consulté par des entreprises du secteur traditionnel qui me disent est-ce qu'on pourrait muter vers le modèle low cost. Alors bon, dans certains cas, c'est extrêmement difficile. Ce sont des entreprises qui doivent faire face à une ouverture du marché. Ce sont des entreprises qui doivent faire face à une nouvelle donne concurrentielle et qui souhaitent bouger de modèle. Ça a été le cas, par exemple, d'un géant européen du sucre qui m'a consulté il n'y a pas très longtemps en me disant est-ce qu'on pourrait faire du low cost. Je dis c'est absolument impossible. Vous pouvez construire votre propre modèle, vous pouvez emprunter ici ou là, mais vous ne pouvez pas faire beaucoup plus. Et pour conclure, parce que je crois qu'il y a de nombreuses questions et je ne veux pas être redondant par rapport à ce qui a été dit, j'ai observé que le low cost, qu'on condamne un petit peu de façon générale en France, on se dit les compagnies aériennes low cost méprisent les droits des régions, méprisent les droits des salariés. Elles ont aussi un aspect positif. Je vois par exemple chaque année ces millions d'Anglais qui, grâce à Ryanair, à Flybe, à quelques autres, viennent dépenser leur argent dans nos régions, dans des régions touristiques comme le Limousin, le Grand Massif central, qui sont d'ailleurs au passage un peu oubliées de la grande vitesse, du TGV notamment, qui peuvent être en retard d'une forme, Guillaume, en retard d'aménagement pour lesquels il y a une sorte de rattrapage du rattrapage à faire. Alors, ce n'est pas une réalité géographique, mais c'est une réalité géopolitique. La capitale la plus proche de Bergerac, aujourd'hui, c'est Londres. Ce n'est pas Paris en termes de temps de transport. Et donc, ça pose évidemment un problème. Ces consommateurs qui achètent des billets comme des billets d'avion, comme on achèterait des tickets de métro, ont choisi de devenir des résidents. Ils payent des impôts, ils consomment, ils achètent des maisons, ils les rénovent, ils font travailler les artisans, les commerçants. Et ce ne sont pas quelques dizaines de millions d'euros qui sont dépensés, ce sont des centaines de millions d'euros qui profitent à notre économie. Donc, de ce point de vue, de ce versant-là, cette économie des petits prix, je pense qu'en France, on a aussi des raisons d'en espérer quelque chose et d'en tirer profit. Merci Pascal. Après ce premier tour de piste, je trouve qu'on a approfondi la question, on l'a éclairée, on l'a travaillée, on l'a retournée, mais je ne suis pas totalement certain que nous y ayons répondu. Donc je passe maintenant la parole au panel qui va approfondir le débat. Qui commence ? Merci. Bonjour. Moi j'ai une question. On a parlé de customisation de masse. Donc les gens veulent de plus en plus avoir un produit qui leur ressemble. Pour moi, c'est un modèle marketing de luxe. Je parle pour la grande consommation. Donc déjà, là, il y a un problème. Ensuite, quand on voit que Danone ne vend plus un produit, mais veut vendre un service, parce que maintenant, Danone vend de la santé et plus un produit, une fois de plus, c'est plus dans le modèle de la grande distribution. EasyJet, le prix des habits des hôtesses de l'air leur est déduit à la fin de chaque mois sur leur salaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce mode de... Enfin, ces différents modes de procédure, j'ai envie de dire, de fonctionnement, pardon. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les bas prix vont commencer à s'essouffler, puisque les gens vont en avoir marre d'avoir leurs habits imputés sur leur salaire, d'avoir j'avais autre chose à dire, d'avoir des producteurs qui commencent à être finalement, on voit en Afrique, des producteurs qui sont lésés, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les petits prix vont commencer à s'essouffler au profit des marques ? Alors, je vais demander à Guillaume de répondre sur la notion de customisation de masse. Je vais demander à Pascal de répondre sur la misère sociale et puis peut-être à Robert sur le ras-le-bol où pourraient en être certains, mais certains qui ? Les producteurs, les consommateurs, mais Robert y répondra. Guillaume. Moi, je crois qu'à chaque modèle de consommation, il y a son modèle de distribution. Alors, la grande distrib répondra, et l'Asie est bien fait pour travailler sur des volumes, même si, aujourd'hui, on commence à trouver des petites séries en Asie. Et ce qui est formidable dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, c'est la transformation. Je prends un exemple. Le textile aujourd'hui en France, vraiment difficile. Fabriquer des chemises, quasiment impossible. J'ai un ami qui, a 10 ans, a monté une entreprise de fabrication de chemises sur mesure. Et aujourd'hui, à Paris, on peut trouver une chemise d'homme sur mesure pour un prix qui est de l'ordre de 85 ou 90 euros, c'est-à-dire 20% de plus qu'une chemise haut de gamme. Mais ce modèle, qui il y a 10 ans était révolutionnaire, était considéré comme étant
l'avenir est en train de s'effondrer à cause de l'Est, à cause d'Internet, et notamment aussi à cause du pourtour méditerranéen. Et maintenant, le nouveau modèle pour moi, c'est de chercher à construire, à délocaliser, à transférer du savoir-faire, notamment dans les pays du sud de la Méditerranée, où le travail est beaucoup moins cher, pour, grâce à Internet, construire une réponse aux besoins du consommateur, qui sera la nouvelle industrie ou le nouvel artisanat de demain. Donc je ne suis pas pessimiste sur la question des prix bas, parce que tant qu'il y a de la vie, c'est absurde d'être pessimiste. Mais c'est les ruptures qui sont très très difficiles et parfois impossibles à gérer. C'est pour ça qu'il faut du temps et qu'il faut aussi que le pouvoir politique, c'est la question d'après je crois, mais que le pouvoir politique soit capable de proposer une nouvelle cohérence aux consommateurs pour réduire leur schizophrénie. Pascal, sur la misère sociale. Alors, vous dites, est-ce que ces petits prix ne se payent pas au prix de la misère sociale? Vous évoquez le cas des hôtesses d'EasyJet ou de Ryanair. Moi, je vous réponds en déplaçant un peu le problème. Je pense que le très haut niveau de protection dont profitent un certain nombre de Français se paye au prix de l'exclusion des autres. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais quand on regarde le modèle des compagnies low cost, comme le disait Guillaume Pépi, il y a des prix bas qui sont le résultat d'une modélisation intelligente. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie aérienne low cost? C'est une compagnie qui a choisi de se positionner de façon différenciée par rapport à une major. On parlait de Ryanair tout à l'heure. Ryanair fait Charleroi-Carcassonne, Limoges-Londres, Rodez-Liverpool. Il n'y a pas d'Air France, il n'y a pas de British Airways sur ces lignes-là. Et elle a choisi d'atterrir sur des aéroports secondaires où on peut faire un demi-tour rapide, où les taxes sont inférieures. Elle a choisi d'utiliser une flotte homogène. Elle a choisi de désintermédier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'agences de voyage. Elle a choisi de faire payer l'utilisation des cartes bleues. Et c'est vrai, elle a choisi aussi une productivité des machines et des hommes qui est supérieure. Grosso modo, au lieu de voler 9 heures par jour comme à Air France, un avion moyen courrier chez Ryanair vole 13 heures. Un commandant de bord vole 900 heures par an chez Ryanair, là où il vole 650 chez Air France. Faites le compte, divisé par 52, ce n'est pas la mort du petit cheval. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, il y a un prix social qui se paye, mais il y a une très grande différence entre la situation du commandant de bord et du copilote, qui sont des personnels navigants techniques qui sont très bien payés comme ceux d'Air France, et des métiers dans lesquels la valeur ajoutée est inférieure, comme les hôtesses et les stewards, où c'est vrai, c'est un modèle extrêmement simple. Plus on travaille, plus on gagne. Et puis il y a un autre aspect dans votre question que j'évoque, même s'il n'est pas directement posé, ce sont des sociétés qui font leur métier, qui se sont recentrées sur le métier de base. C'est du transport aérien et rien d'autre. Autrement dit, ce n'est pas de l'assistance aéroportuaire, ce n'est pas du marketing. Donc tout ceci a été externalisé et c'est confié à des entreprises dont c'est la spécialité. Dans le hard discount, les règles, elles sont à peu près les mêmes aussi. C'est vrai que dans le hard discount, on a l'habitude d'entendre des patrons qui disent, par exemple, désolé pour vous, il ne faut pas utiliser d'étudiants parce que les étudiants ne sont pas assez courageux. Il faut aller vers un type de personnel qui est, par exemple, la jeune femme qui est seule, qui élève son enfant, qui a besoin de travailler. Elle a absolument besoin de son boulot. Elle ne va pas voler, elle ne va pas resquiller, elle ne va pas tirer au flanc, elle va bosser et elle va bosser durement. C'est vrai que les petits prix se payent aussi à ce prix-là. Mais le modèle hard discount, ce n'est pas uniquement des gens qui sont en situation de tension sociale, pas utiliser de grands mots, c'est aussi des produits, un packaging simplifié, c'est aussi une qualité qui est inférieure, c'est pas de pub, pas de marketing, c'est de la déséconomie de gamme. Autrement dit, vous trouvez 600 produits dans un magasin de hard discount, vous ne trouvez pas ce qui est inutile ou ce qui est superflu. Donc oui, c'est vrai, les hôtesses de Ryanair, elles payent le teinturier pour leur uniforme et elles payent les droits d'inscription dans les aéroports, mais c'est un modèle qui est vertueux, c'est un modèle qui gagne de l'argent et qui vous permet à vous tous et à nous tous de nous déplacer à très bon prix. 15 € pour aller à Oslo, je trouve que c'est pas cher. Robert, à travers vos instruments d'observation des consommateurs et des citoyens que nous sommes, est-ce que vous distinguez une lassitude de ce bas prix? Alors, 3 observations. C'est un sujet compliqué. Première observation, je pense que sur moyen terme, il y aura l'émergence du désir de réconcilier le consommateur, le citoyen et le salarié, que nous sommes tous, parce que c'est nous, je dirais. Le problème, c'est qu'à force de dire que c'est à moyen terme, je ne voudrais pas être comme Keynes et nous retrouver avec du long terme, c'est-à-dire après notre espérance de vie. Je prépare un petit bouquin qui devrait traiter de ça. Bon, c'est une publicité
Nous le notons. Voilà. Vous avez bien noté Robert Rochefort. Deuxième observation, pour être plus pragmatique. Nous sommes dans un moment quand même très précis qui est un moment d'effet de ciseaux. C'est-à-dire que cette précipitation pour les prix bas est plus forte aujourd'hui qu'il y a quelques années à cause d'un effet de ciseaux qui est, on l'a signalé mais il faut le répéter, qui est la stagnation du salaire et du pouvoir d'achat ou la faible augmentation du salaire et du pouvoir d'achat et simultanément l'augmentation très forte des nouvelles fonctions de consommation qui forcent à des arbitrages. Par rapport aux chiffres par exemple, qui nous ont été donnés tout à l'heure sur l'alimentaire, oui, la part de l'alimentation dans le budget n'a pas cessé de diminuer, mais elle n'avait jamais diminué en valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle était restée constante en euros constants ou en francs constants, et en fait on avait consacré tout ce qu'on gagnait en plus à autre chose. En réalité, je crois que c'est à partir de 2004 que la part de l'alimentaire a pour la première fois baissé en valeur absolue, ce qui était quelque chose de complètement inédit. De même que, par exemple, le budget de vacances qui n'arrêtait pas d'augmenter est un budget sur lequel il y a des ménages qui font aujourd'hui des arbitrages. Donc, pour le dire concrètement, je crois que si nous retrouvions une dynamique de progression du pouvoir d'achat liée, par exemple, au retour de la croissance, à quand même le fait que la fin de la décennie devrait être meilleure en conjoncture que le début. D'ailleurs, c'était déjà la même chose de la décennie 90 à la décennie 80. Donc, en fait, les années de fin de décennie portent plus bonheur que les années de début de décennie. Donc, je pense que si le pouvoir d'achat progresse, je pense que ça dessert un tout petit peu, comment dire, cet étau. Et autrement dit, on est moins amené à arbitrer systématiquement vers les premiers prix quand il y a une dynamique des fonctions de consommation nouvelles qui arrive, qui est un peu plus lente, et quand il y a en même temps une progression du pouvoir d'achat qui augmente. Et enfin, troisième observation, qui est très importante, parce que c'est une observation à laquelle on pense rarement, mais qui est vraiment, quand on fait de l'étude précise des consommateurs, on se rend compte, ceci a à voir avec les transformations sociologiques et démographiques liées à la montée de la vie en solo. C'est-à-dire que plus on a des gens qui vivent en solo, plus on a tendance à cette schizophrénie de la consommation avec, comment dire, une consommation basique et très très peu chère pour un certain nombre de choses et parfois très cher au contraire sur les choses qu'on a choisies. Et pour l'expliquer, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est une raison économique, c'est que la vie en solo, évidemment, coûte plus cher sur un certain nombre de fonctions qui ne sont pas compressibles, le logement, le frigo, etc. Et il y a une deuxième raison qui est plus socio-psychologique et intéressante en termes de marketing, qui est liée au fait que quand on vit en famille, il y a une sorte de moyennisation de la consommation qui tend à ce qu'on n'achète pas systématiquement au premier prix. Par exemple, prendre un exemple simple, un étudiant est typiquement quelqu'un qui en solo va avoir une consommation schizophrène. Il peut très bien, à 25 ans, piquer une colère s'il ne trouve pas le lait premier prix chez le hard discounter et qu'il est obligé de dépenser 10 centimes d'euros en plus pour prendre quelque chose de cher, alors qu'en même temps, il va, parce qu'il fait de la compétition de ski, acheter des skis de compétition très chers. Mais le jour où cet étudiant devient père de famille et qui se marie, et qui commence à avoir un premier enfant, s'il ramène à la maison du lait premier prix, il y a en général sa femme qui va lui dire « Attends, tu vas donner à notre gamin du lait premier prix » et elle le renvoie acheter du lait fortifié de montagne avec de la vitamine, des machins, etc. Donc ça, c'est très important. De la même façon pour Guillaume, il est clair que quand on est papa, maman et les deux enfants de 3 et 5 ans, on est moins à chercher l'achat de la place de train, de TGV ou d'avion pour partir au dernier moment, tandis que quand on vit en solo, bah évidemment c'est beaucoup plus simple de ne pas savoir, c'est pas forcément toujours rigolo d'ailleurs, mais de ne pas savoir le mercredi si on va partir un week-end de 3 jours ou de 4 jours dans le Périgord ou à Budapest en cherchant à prendre les choses qui sont, comment dire là. Donc il faut bien comprendre que ceci a aussi à voir avec la sociologie. Merci. Une autre question du panel, mademoiselle. Ça marche. Bonsoir, je m'appelle Cécile Chaul, j'étudie à l'Institut supérieur de gestion et ma question va se poser à Monsieur Jacques Bochet, si vous le permettez. Donc j'aimerais comprendre une chose, j'aimerais savoir pourquoi le groupe Carrefour a racheté ED l'épicier, puisqu'on sait que la formule hard discount marche en effet très bien en France maintenant, sachant que les puristes pensaient qu'elle ne marcherait pas quand elle est arrivée d'Allemagne. J'aimerais savoir pourquoi vous avez racheté cela, sachant que ça marche très bien, je le sais, mais sachant aussi que ça vous fait perdre dans votre groupe Carrefour, à Carrefour même, ça vous fait perdre des clients. Donc j'aimerais comprendre ce double positionnement. Voilà. Jacques, j'aimerais que vous commenciez par dire, est-ce que le hard discount marche? Puisqu'on a eu l'impression qu'il y a eu un mouvement où ça a marché très fort et que maintenant ça devient beaucoup plus compliqué. Puis la deuxième question sur aide précisément. Oui.
Alors le hard discount marche, oui, c'est clair. Il faut savoir que le groupe Carrefour opère des magasins hard discount non seulement en France, mais aussi en Espagne, en Turquie, en Grèce, en Chine, en Argentine, au Brésil, etc. Donc la France est un des pays dans lesquels on opère via le hard discount. Et pour répondre directement à votre question, ça fait partie d'un de nos axes de développement. On est un distributeur à dominante alimentaire et on utilise tous les leviers possibles de développement pour accroître notre part de marché. Parce que la part de marché dans l'alimentaire, elle s'additionne, quels que soient les formats utilisés. En France, par exemple, on achète en commun pour les hard discount, pour les supermarchés et pour les hypermarchés, pour les produits qui peuvent être achetés en commun. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie des produits qui sont achetés en commun. Donc ça fait partie de notre stratégie. Ça permet d'accélérer notre développement dans le monde. Hein. Donc voilà pourquoi on a acheté ED. Alors est-ce que... alors, je viens à votre question, ça marche évidemment, sinon on aurait laissé tomber. On est d'abord un opérateur d'hypermarché. Les hypermarchés représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Et bien sûr que si le hard discount n'avait pas été pour nous une opportunité de croissance et de croissance rentable, on n'y serait pas entré. Alors ça marche, mais c'est très particulier. Et là, je viens aussi à votre question, c'est que le hard discount offre entre 700 et 1000 produits à très bas prix, alors qu'un hypermarché offre plusieurs dizaines de milliers de produits aux clients. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur le même positionnement, sur la même offre. Le hard discount offre peu de produits à des prix très bas et en général a un autre avantage par rapport à l'hypermarché, ce qui lui permet de se développer et de ne pas toucher, en tout cas directement les mêmes clients. L'avantage de la proximité aussi, on trouve le hard discount proche de chez soi. Alors ça marche parce que effectivement le hard discount, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'apporte pas de choix, vend alors pour le coup les produits les plus courants possibles et n'a pour se défendre et pour se différencier alors lui que le prix. Alors la limite à ça c'est la qualité. Et ça va peut-être apporter un élément de plus aux réponses qui ont été faites précédemment, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire du hard discount. Alors, la mauvaise manière, celle qu'ont essayé un certain nombre d'hard discounters, et puis d'ailleurs qui ont disparu de la scène, c'est de dire je vais faire du hard discount, donc je vais me limiter à peu de produits, et je vais faire un appel d'offres, et je vais chercher le prix le moins cher possible. Je vais demander à celui qui me donne le prix le moins cher possible. Et puis je ne fais pas trop attention aux notions de qualité, etc. Donc, alors effectivement, j'ouvre mes magasins et je propose une offre de prix très, très, très agressive. Mais comme les exigences de qualité ne sont pas là, eh bien, on s'aperçoit que le client vient une fois, mais il ne vient pas deux. Je me souviens d'expériences où la chaîne de hard discount vendait du sucre qui ne fondait pas. Alors, le kilo de sucre n'était pas cher. Je pense à ça à cause de la remarque qui était faite sur le sucre. Le sucre n'était pas cher, oui, évidemment, mais il ne fondait pas. Alors, vous pouvez faire ça. Vrai problème. Autre exemple, mauvaise manière de faire du hard discount, quand vous achetez un kilo de pêche, par exemple, et que quand vous rentrez chez vous, vous êtes obligé d'en jeter la moitié, votre kilo de pêche vous a coûté 2 fois le prix. Donc là, vous voyez que c'est vraiment le mauvais coup. Donc la bonne façon de faire du hard discount, c'est d'établir des cahiers des charges très, très, très précis, et je dirais très exigeants en matière de qualité. Et à partir de ces cahiers des charges, d'essayer de s'organiser pour mettre à disposition ces produits, donc qui correspondent à une exigence de qualité, encore une fois, très, très, très précis, de mettre à disposition ces produits aux conditions les meilleures possibles. Alors là, il y a tout un travail à faire. On retrouve un peu ce qui se passe pour les compagnies aériennes, tout un travail à faire sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'achat jusqu'à la mise en rayon, qui est quasi industrielle et qui permet effectivement des gains de productivité importants et d'arriver à des prix très compétitifs. Et là, on trouve la demande solvable et on trouve une demande qui est une demande qui est complémentaire de celle que rencontrent que servent les hypermarchés. Donc voilà. Merci Jacques. Une autre question du panel ? Mademoiselle ? Bonjour. Alors moi j'ai une question très précise sur les MDD. Les marques de distributeurs. Donc quand on compare le numéro EMB qui est sur une étiquette d'emballage, donc le numéro qui indique où le produit a été mis dans son contenant,
on remarque qu'il y a des marques de MDD qui ont le même numéro qu'une marque, une grande marque, et donc que c'est approximativement le même produit qui est contenu. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que la marque, par exemple, si on prend les confitures Bonne Maman, est plus chère que la marque de MDD qui a le même produit à l'intérieur. Alors l'industriel vous dirait qu'il ne peut pas vous l'expliquer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, il est clair que normalement, il devrait y avoir quelques différences, mais peut-être que dans certains cas, c'est exactement le même produit. Il faut savoir que l'industriel, lui, a payé sur les MDD sa publicité, sa recherche, son développement, etc., et qui répartit ça sur l'ensemble de ses produits. Donc il y a un écart. À l'origine, le développement des marques de distributeurs s'est fait là-dessus. C'est-à-dire qu'on a lancé des produits et on a fait l'économie, les distributeurs ont fait l'économie de toute la dépense publicitaire, marketing, etc., que l'industriel consent à faire pour faire vivre sa marque. Nous, on n'avait pas besoin de faire vivre nos marques, puisque nos marques, elles dépendaient de nos enseignes et le débouché était assuré dans nos linéaires. Les produits libres, c'était ça l'idée, libre de publicité, libre de marque, et donc de ce fait moins cher, ne serait-ce que pour ça. Alors voilà une partie de l'explication, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique avec le monde de l'industrie sur ce sujet. Si, l'industrie peut-elle expliquer pourquoi est-ce que le même produit se vend à des prix aussi différents? Oui, alors je ne connais pas l'alimentaire, je connais bien le textile. Il faut comprendre aujourd'hui que le fait de fabriquer un produit dans la chaîne de valeur ajoutée qui amène le produit au consommateur, c'est extrêmement minoritaire en coût. Dans l'industrie dans laquelle j'étais, on fabriquait, pour faire simple, des tissus pour la maison, pour la décoration, pour l'ameublement, qu'on vendait à nos clients 10 € du mètre. Et on avait deux types de clients. Des grandes marques de tissus d'ameublement qui, avec un circuit de distribution long, 2 ou 3, voire 3 intermédiaires, et ça arrivait au consommateur à 70 € du mètre. Parce que moi, je vendais 10 €. Mais personne ne s'enrichissait de manière scandaleuse. C'est-à-dire qu'il y avait un circuit de valeur ajoutée qu'on peut démonter, mais qui n'est pas le sujet maintenant. Et on pouvait vendre le même tissu, pas le même dessin, mais la même qualité de tissu à d'autres distributeurs qui eux-mêmes multipliaient simplement par 3 car leur circuit de distribution était plus court. Et on trouvait donc le même tissu, l'un à 70 €, l'autre à 30 €. Et c'était la même qualité, mais ce n'était pas le même circuit de valeur ajoutée de distribution. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, à mon avis, aussi. L'autre Guillaume qui n'a pas non, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans l'une des choses, à mon avis, qui font que le prix anormalement bas ne peut pas être un modèle économique et que c'est le mauvais côté de la mondialisation, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, le prix du transport est anormalement bas et qu'on ne regarde jamais quand on achète de l'ail de Chine dans un hypermarché, quand on achète une chaise en teck, de préférence à une chaise en bois, on va dire sapin ou n'importe quel bois occidental, on ne regarde jamais la question du prix du transport. Or, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le transport n'est pas rémunéré correctement aux producteurs de transport. Je parle là du transport de fret, c'est-à-dire qu'on fait venir un nombre incroyable de marchandises de loin parce que le prix du transport ne reflète pas réellement les coûts du transport, les coûts évidemment sur l'environnement, les coûts sociaux du transport, la question évidemment des accidents, des embouteillages, de la pollution. Et ce sujet-là est un sujet qui commence un peu à émerger. Moi, je voudrais donner une petite note positive, c'est-à-dire que de plus en plus, on voit des gens qui protestent contre le mur de camion, mais le mur de camion, c'est nous-mêmes qui l'avons créé, par la volonté d'avoir tout de suite, et deuxièmement, par la volonté de payer toujours moins cher, fût-ce au prix de dizaines de milliers de kilomètres, sur des marchandises qu'on pourrait trouver à d'autres prix plus proches. En même temps, un constructeur automobile explique que ça coûte pareil de transporter une voiture d'Asie, de Tokyo ou de Shanghai à Marseille que de la transporter de Marseille à Paris. Pascal, un petit mot. Oui, d'un mot simplement pour dire que tous les modèles vieillissent. Moi, j'ai le sentiment que pendant très longtemps, on s'est moqué des consommateurs et que les marques, les grands industriels n'ont pas fait leur boulot. Et vous alliez dans un linéaire de supermarché, vous aviez les mêmes produits, même cahier des charges, avec un packaging différent et le même prix. Est-ce que c'est ça la concurrence? Non. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une véritable compétition pour qu'effectivement on fabrique des yaourts
qui permettent de lutter contre le cholestérol, encore que la question est de savoir s'ils sont efficaces. Non, je crois que c'est uniquement quand on aiguille les producteurs, quand le consommateur fait valoir ses droits, et en matière d'exigence de qualité, en matière de prix, qu'on obtient une véritable concurrence. Mais pendant très longtemps, je crois qu'on a construit sur le dos des consommateurs des fortunes extrêmement faciles. Le consommateur était captif. Tous les modèles vieillissent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le hard discount, mais aussi les MDD, démontrent qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus tôt. Robert, un mot. Oui, un mot pour dire, pour répondre précisément à votre question. Je pense que les industriels qui continuent à vendre les mêmes produits avec des marques de distributeurs se tirent des balles dans le pied. Je crois que ça ne continuera pas éternellement comme ça. Et je voulais juste vous raconter cette petite anecdote. C'est que nous avons la chance au Crédoc de ne pas travailler que sur la consommation, sur beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, il y a 2 ou 3 ans, que sur cette question précise, probablement sans qu'on en ait conscience, celui qui nous a le plus expliqué cela, c'est le ministre de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie, lorsqu'il y a eu la grande campagne sur les médicaments génériques. Rappelez-vous, on vous a dit pourquoi dépenser plus cher, pourquoi ne pas acheter une aspirine en produit générique qui est exactement la même que l'aspirine, de marque, ou bien c'est valable pour tout un tas de produits. Et on nous a même expliqué à l'époque, ce qui est quand même un comble, qu'en fait c'était citoyen d'acheter le produit générique, puisque effectivement ça contribuait à faire les économies pour l'assurance maladie. Donc c'était bon pour notre porte-monnaie à nous, et c'était citoyen. Quand on dit ça toutes les heures, sur toutes les chaînes de radio, comme on l'a fait quand on a voulu faire la promotion, et on a eu raison de le faire pour les médicaments génériques, comment peut-on penser qu'à ce moment-là, on n'induit pas, chez le consommateur, qui, comme vous le savez, a longtemps refusé les médicaments génériques et qui maintenant, les choisit, comment ne peut-il pas se comporter après de la même façon? Et juste pour répondre à ce qui a été dit, ça continue aujourd'hui. Pour l'anecdote, parce qu'on parle de l'alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vu dans des grandes surfaces de bricolage des décodeurs TNT, qui sont quand même les produits un peu du moment. J'ai vu des décodeurs TNT avec exactement le même produit, avec les 2 piles côte à côte, en produits de marque et en produit MDD, avec évidemment la produit MDD, beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, quand vous interrogiez le vendeur, il vous disait que c'était effectivement le même. Et il vous disait d'ailleurs, donc, vous voyez, vous avez vraiment intérêt à prendre celui qui est MDD. Quelle est la pile qui diminue le plus vite? Un mot juste pour expliquer les produits génériques, parce que c'est intéressant. Pourquoi ça a explosé comme ça? Parce que le consommateur a choisi. Moi, je ne suis pas certain. Vous savez pourquoi ça a explosé? Parce que les industriels ont donné aux pharmaciens des marges bien supérieures sur les génériques que sur les produits non génériques. Et c'est ça qui a fait exploser quand même. Oui, mais attendez. Les industriels, ils vous tiennent. Parce qu'attendez, là, on a un débat policé. On va pas dans la bidoche. Il faut qu'on aille un peu dans la bidoche. Allons dans la bidoche. On va dans la bidoche. Alors, quand vous posez la question... Oui, mais sur les distributeurs, donc vous épargnez les industriels, c'est pour ça. Quand on va dans la bidoche, quand vous posez cette question, moi, je me rappelle d'un colloque où le président de ce qu'on appelle l'ILEC, l'Institut de liaison des entreprises de la consommation, c'est un lobby des marques industrielles de la consommation. Il y a quelqu'un qui s'est levé, comme l'un d'entre vous du panel, et qui a dit « Monsieur, vous êtes un voleur quand vous nous vendez le même produit 30% moins cher sans le dire, etc. » Et quelle était la réponse de ce président de l'ILEC? Je me rappelle très bien, ça m'a marqué. Il a répondu ces discours langue de bois que tiennent tous les industriels et qu'il tenait dans le domaine du médicament, qui est de dire « Mais attendez, la marge que nous fabriquons dans les produits de marque, c'est avec cela que nous faisons la recherche-développement qui nous permet de financer l'innovation et qui permet de sortir de trucs. » Je vous garantis que ça, ils ont appris ça et que c'est la récitation par cœur. Et c'est pas faux, évidemment. C'est évidemment pas faux. Le problème, évidemment, c'est pas faux. C'est pour ça que moi, ce que je leur dis, c'est que l'innovation et la marque qui justifie l'innovation, ça, dans ces cas-là, c'est sur des produits qui ne sont pas copiables, c'est-à-dire sur des produits qui ont encore des brevets, qui sont protégés. Par exemple, quand Danone fait de l'Actimel, qui est un yaourt qui, normalement, nous répare notre système immunitaire, ce qui est quand même assez fascinant, enfin, passons là, et quand les gens l'achètent, ça, c'est un produit. Mais le jour, on ne peut pas à la fois dire qu'on n'est plus protégé par un brevet, qu'on fabrique, en série courante, et à ce moment-là, avoir des tolérances de différentiel de prix qui sont de l'ordre de 30 ou 40%, c'est bien trop. On peut peut-être avoir 10% pour encore quelques mémés qui achètent parce qu'elles ont besoin d'être sécurisées par la marque alors que le même produit est à côté. Mais sinon, on voit bien que c'est un système qui ne peut pas continuer comme ça. Jacques, est-ce que vous faites plus de marge sur les produits de marque ou sur les produits de marge
sur les produits de marque distributeur, c'est-à-dire, est-ce que vous faites plus de marge sur les produits à prix élevé ou sur les produits à prix bas? Non. On fait moins de marge sur les premiers prix. C'est les prix, ça doit être de l'ordre de 7%, quelque chose comme ça, 7-8%. Sur les produits de marque nationale, on doit être autour de 15-20% et au-dessus de 20%, 20-25% sur les produits de marque de distributeur. Donc, pour répondre à votre question, je répondais précisément, les produits à marque de distributeur rapportent plus aux distributeurs que les produits à marque nationale. Je crois que c'est bien que ça soit dit. Est-ce qu'il y a des questions maintenant dans la salle? Monsieur, est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur pour que vous soyez bien entendu? Je vais employer le terme de Robert Rochefort. On va taper dans la bidoche. Moi, il y a une question en tant que consommateur. C'est que moi, j'ai peut-être pas les réponses, mais j'ai assisté à une conférence hier. Patrick Vivray disait qu'on dépense en publicité 700 milliards pour dire aux gens vous allez être plus beau, plus ceci, cela. Si on rapporte ça avec, je suis d'accord, il y a l'innovation, la marque et tout ça. Le problème, c'est que quand vous dites taper dans la bidoche, ça veut dire que, je reprends un terme d'un économiste américain, les manipulateurs de symboles. C'est-à-dire qu'on continue à prendre les consommateurs pour des cons. Parce que moi, je suis bien d'accord, mais le distributeur, vous faites plus de marge sur des produits qui sont pareils que les marques. Les marques payent de la pub, un petit peu, c'est un peu de la fumée. Où est l'intérêt pour rejoindre le citoyen, le consommateur et tout ça? C'est l'opacité du système. Il faudrait peut-être faire des dessins. Et puis, si le consommateur a envie de payer un Vuitton 800 € et puis acheter du lait pas cher, mais qu'il soit responsable de ce qu'il achète, ça, vous ne l'abordez pas. Moi, j'aimerais bien avoir votre réponse, monsieur Robert Rochefort, sur les boîtes qui font 700 milliards pour la publicité. En quoi ça apporte au consommateur? Hormis, exciter son désir, d'accord, mais ça apporte quoi? Robert, vous avez été interpellé. Écoutez, d'abord, je vais vous prendre le problème un tout petit peu autrement. Il se trouve que je suis membre du comité d'éthique du bureau de vérification de la publicité. Et je voudrais juste vous raconter cette histoire qui m'a quand même beaucoup impressionné. Quand le bureau de vérification de la publicité vérifie tous les ans la conformité des publicités à un certain nombre de choses. Alors, c'est des choses qui sont assez rigolotes parce que nous, les personnalités qualifiées, alors il y a des philosophes, des sociologues, etc., on se rend compte qu'on est beaucoup moins exigeants que les professionnels de la publicité eux-mêmes. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que si je prends la campagne 2005, les publicités qui ont été les plus épinglées sont les publicités qui ont été faites pour des grandes causes nationales, beaucoup plus que les publicités pour les marques. Si vous regardez la façon, par exemple, de mettre en évidence le corps, sur la façon de ne pas être respectueux d'un certain nombre de choses. Autrement dit, je crois que nous sommes dans une société de communication où la manipulation, des symboles est extrêmement forte. Mais par exemple, on se rend compte que les images violentes et agressives de la voiture, elles sont dans les films, elles ne sont plus dans les images de pub. Voilà, donc moi je ne suis pas à dire qu'on prend les consommateurs pour des cons parce qu'effectivement on fait de la pub. Alors, ceci étant dit, juste malgré tout au passage, il y a beaucoup de secteurs où je crois, et c'est le cas d'ailleurs de l'automobile, où il y a des surproductions, où on a du mal, et effectivement la publicité correspond non seulement à une façon de présenter son produit, mais peut-être une façon d'essayer de activer en permanence l'idée du désir du consommateur pour qu'il achète. Mais il faut reconnaître à la fois que si ça ne marchait pas, eh bien, on ne dépenserait pas autant en pub, donc ça marche quand même. Mais en même temps, je ne suis pas sûr de l'efficacité marginale du milliard supplémentaire qu'on met en place quand on lance une campagne ou une autre. Avec un paradoxe qui fait que sans la publicité, nous n'aurions pas de gratuit. Parce que gratuit, ça n'existe pas. Mais il y a même de la presse gratuite, il y a de la télévision gratuite, il y a un certain nombre de choses qui sont gratuites et qui sont gratuites parce qu'il y a de la publicité. C'est-à-dire, là on revient au discours sur qui paye, in fine, Pascal. Qui paye? Tout le monde paye, à l'évidence. Mais bon, votre question est tout à fait intéressante et puis elle nous permet peut-être d'avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, les paires de baskets qu'on achète grosso modo entre 80 et 100 € arrivent à Marseille à 15. Donc le vrai problème, c'est de savoir comment on va passer de 15 à 80. En mettant de la valeur dedans. C'est effectivement le travail que font les marketeurs, les publicitaires, en se disant, grosso modo, il faut trouver une astuce pour que le consommateur accepte de payer un produit qui vaut 15 € 5 ou 6 fois son prix. Et donc, on développe l'ethno-marketing. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont spécialisées, qui se rendent chez les consommateurs et qui regardent la façon dont les gens consomment. Et surtout,
qui tente de répondre à la question de savoir quelle valeur le consommateur place dans le produit qu'il est en train de consommer. Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est de l'utilité? Est-ce que c'est de la futilité? Et c'est à travers ça, effectivement, qu'aujourd'hui, les grands industriels s'adressent à nous. Alors, ça comporte une part de perversité, mais c'est un petit peu comme dans le film Les Tontons Flingueurs, vous savez, où on dit le prix s'oublie, la qualité reste, et puis un petit peu plus tard, il y a quelqu'un qui interroge un des acteurs en disant « mais est-ce que ce ne serait pas par hasard l'homme du XXe siècle ?» L'homme du XXIe siècle, manifestement, il a envie qu'on lui parle comme ça, et il a envie de vivre dans ce système qui est porteur d'un certain nombre de valeurs, et il a envie lui aussi d'être un acteur dans ces valeurs. C'est comme ça. Autre question. Madame, là-bas. Est-ce qu'on peut passer un micro? Voilà. Bonjour. Plusieurs personnes ont remarqué le fait que les prix bas n'intègrent pas tous les coûts. Et je pense qu'on sait en fait où se trouvent ces coûts et vers qui ils sont transférés, mais j'aimerais focaliser sur les coûts pour l'environnement, les coûts pour les générations futures, les coûts pour les contribuables. Et ma question est, comment intégrer le vrai coût, ces vrais coûts, dans le prix? Faut-il passer des lois? Faut-il, par exemple, obliger le pollueur à payer? Par exemple, les côtes de porc, très bon marché, ça a un coût parce que la production, c'est la méthode d'agriculture intensive qui crée beaucoup de pollution qu'il faut gérer. Donc, qui doit payer cette pollution? Ou, par exemple, dans le cas d'un produit qui lui-même est polluant, la voiture, par exemple, faut-il faire payer le producteur de la voiture qui va ensuite polluer à chaque fois que c'est utilisé, ou faut-il faire payer l'utilisateur de la voiture? Ensuite, il y a toute la catégorie des produits dont l'emballage, par exemple, après, entraîne un coût pour les municipalités. Aujourd'hui, c'est les contribuables à travers les municipalités qui supportent le coût. Faut-il pas faire payer, par exemple, celui qui va produire ce produit avec tout cet emballage qu'après crée tant de problèmes? C'est-à-dire, il ne faut pas changer les règles et comment? Merci. Cette question préoccupe des milliers d'économistes à travers le monde qui cherchent à internaliser les externalités. C'est ce qu'on fait avec le dioxyde de carbone, le CO2 qui est maintenant coté sur un marché. C'est une façon de faire rentrer ce coût qui avant n'était pas visible. C'est un très très bon exemple. C'est une révolution silencieuse que de faire en sorte que ce coût qui est à l'origine de l'effet de serre et qui était pour l'instant en dehors de la sphère économique est en train d'y entrer. Mais moi je suis un peu plus optimiste que vous encore, madame, parce que je vois que il y a plein de petits signes qui montrent que c'est en train de changer. C'est vrai qu'en ce moment même, on expérimente en France une taxe sur l'ensemble des appareils électroménagers, et au moment où on les achète, on paye déjà pour une partie du recyclage des appareils ménagers. De la même manière, on voit des idées sur les ramettes de papier, qui sont un des trucs qui est au fond le plus scandaleux, c'est la consommation globale de papier qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on va commencer à payer la reforestation au travers des ramettes de papier. Bref, on a un système dans lequel, me semble-t-il, on a trouvé, que ce soit pour le transport, que ce soit pour les modes de commercialisation, une manière d'intégrer les choses. Alors, il y a peut-être un point sur lequel je voudrais aussi rebondir, qu'on n'a pas du tout évoqué dans le prix bas. C'est l'irruption d'Internet et le fait que Internet peut représenter, de bien des points de vue, une des pistes pour faire des prix bas, on va dire sains, des prix bas qui sont de qualité. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand on est extrêmement près de la dépense pour n'importe quel produit ou service, il y a une manière de baisser sainement les coûts, c'est de faire une partie du boulot soi-même. C'est-à-dire de faire le boulot de recherche, de sélection, de commande, de réservation. Si on le fait soi-même, on s'épargne une dépense qui figure dans le prix aujourd'hui payé à l'extérieur d'Internet. Et le résultat, c'est que quand on regarde les études, les prix des produits commandés sur Internet où le consommateur a lui-même travaillé sont en moyenne de 20 à 25% moins chers. Donc Internet est tout beau. Ce n'est pas que de la théorie, c'est ce que vous faites avec IDTGV. C'est ce qu'on fait avec IDTGV en disant en gros, il faut enlever du prix du TGV tout ce qui n'a pas de valeur pour certains consommateurs qui sont prêts à tout faire sur Internet, à faire le boulot du vendeur eux-mêmes, à faire ensuite le boulot de la prévente.
Et ces coûts-là, étant donné que le consommateur les prend lui-même à sa charge en faisant le travail, il est quand même normal qu'on ne le fasse pas payer 2 fois. Eh bien, ce genre de choses-là, ça ouvre des pistes nouvelles, non pas vers des prix anormalement bas, mais plutôt vers des bons prix bas, me semble-t-il. Guillaume, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour agir? Il faut oui. De toute façon, madame, c'est le consommateur qui paye. On dit c'est pas l'industriel, non. Ça peut être le contribuable, ça peut être... Oui, enfin, je veux dire, oui, mais c'est donc toujours le citoyen, c'est la même personne quand même. Il y a bien un jour où ça se retrouve. Alors, la question de fond, pour moi, on va vers la solution là. Oui, bien sûr, il faut que l'industrie, la distribution, internalise ces fameuses externalités. Ça me semble obligatoire. Ça commence à être fait, mais très mal fait au niveau européen. Et donc, pour moi, la réponse, c'est vraiment la refondation de l'Europe. Pourquoi c'est mal fait? Regardez le fameux programme REACH. REACH, c'est le programme extrêmement lourd européen qui vise à analyser toutes les substances chimiques produites, utilisées dans toutes les usines d'Europe. Ça fait plusieurs dizaines de milliers, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de tout ça. C'est incroyablement lourd, les faire analyser et d'écarter celles qui sont mauvaises pour la santé. Donc ça, c'est génial. Seul problème, il n'y a que les usines européennes qui sont soumises à ça, et le consommateur continuera à être pollué par des produits chimiques utilisés dans d'autres pays. Donc c'est stupide. C'est pour ça que... mais il y a la mondialisation. Et pour moi, la réponse à cette question qui est réellement structurante et fondamentale, c'est de refonder la mondialisation. Et la solution que je propose, c'est de refonder l'Europe. Parce qu'il n'y a que l'Europe qui peut répondre. Ce n'est pas les Américains, ce n'est à l'évidence pas les Asiatiques, c'est l'Europe qui doit changer ses valeurs. Première idée, la stratégie de Lisbonne, stratégie de la connaissance. Ça, c'est merveilleux de dire notre futur et celui de nos enfants est dans la connaissance. Extraordinaire idée. Maintenant, on ne se donne pas les moyens, puisqu'on accepte le vol de la connaissance. C'est comme si on disait notre futur est dans la fabrication de produits, c'est plus le cas, on a le droit de voler les produits. Si notre futur est dans la fabrication des idées, il faut au niveau mondial protéger les idées, mais en faire une question de société et pas seulement une question technique, comme c'est le cas aujourd'hui de réglementation intellectuelle. Ça doit être une des valeurs fondamentales de la refondation d'une nouvelle Europe. Deuxième idée, le développement durable. On ne doit pas se dire, mais mon Dieu, en Chine, il y a des gars qui sont payés 1 euro ou 1 dollar ou 2 dollars par jour. Il faut absolument qu'ils aient un système de sécup. Non, ce n'est pas ça le problème pour moi. Car là encore, il y a un lien entre la valeur ajoutée, le salaire et ce qui est produit. Et c'est bien à la Chine et à ces pays-là de gérer le mieux possible l'augmentation du niveau de vie de leur population. Par contre, il n'est pas acceptable qu'un produit, une voiture, un tissu, je prends le textile, fabriqué en Chine, pollue et consommé en Europe, pollue beaucoup plus le monde. On voit bien que la mer de benzène déversée par l'usine chinoise, elle arrive un jour ou l'autre sur les côtes européennes, où la touche d'onde, c'est pareil. Ça, c'est pas acceptable. Il faut donc, à mon avis, que l'Europe aille au bout de la réconciliation entre le consommateur et le citoyen et dise, comme c'est le cas dans les voitures déjà, mais sur l'ensemble des marchés, j'impose comme valeur d'avenir à nos sociétés que ce qui sera demain consommé en Europe sera fabriqué dans telle et telle règle. Alors, le débat, là, après, est très compliqué. Comment on fait? Mais pour moi, c'est vraiment un choix de société. Et c'est ça qui devra construire l'Europe de demain et qui fera que l'Europe montrera la voie au monde dans une nouvelle mondialisation. Parallèlement, ça améliorera peut-être indirectement la démocratie dans les pays asiatiques, puisque ça réorientera la production vers la consommation. Mais c'est vraiment, si votre question amène cette solution-là. Même un gène politique quelque part. Robert, une autre solution, c'est le commerce équitable. Non, pour essayer de répondre à votre question, je crois que, enfin, moi en tout cas, j'ai pas un programme politique aussi mondial que le vôtre, mais oui, tout à l'heure on l'a dit. Moi, je crois qu'il y a déjà des acteurs de marché qui sont précurseurs. Et donc, il faut s'intéresser à ces acteurs de marché qui sont précurseurs. Donc, il y a par exemple, effectivement, les tendances du commerce équitable, de la consommation citoyenne, enfin, on peut l'appeler de différents types de façons.
On sait que ce sont des très petites tendances. On sait que c'est des choses qui sont... Mais en matière de prospective, ça fait partie de ces faits minoritaires porteurs d'avenir et qui impressionnent beaucoup et qui marquent beaucoup, comment dire, dans les champs symboliques. Par exemple, lors de la semaine du commerce équitable chaque année, c'est assez impressionnant le nombre de reportages de télévision qui sont faits, etc. etc. Et donc c'est très positif. Deuxièmement, il y a un certain nombre de marques à la mode qui sont porteuses d'un certain nombre de ces choses-là. Je dirais par exemple, je ne sais pas très bien, puisqu'on va citer celle-là, puisqu'elle fait partie des sponsors de la rencontre avec la SNCF, mais c'est par exemple Nature et Découverte qui est sur ce type de créneau. Alors, moi je pense que quand il s'agit des marques de cette nature, ou bien quand il s'agit, comment dire, de ces concepts un peu de commerce équitable ou de bio, etc., voilà, ça amène petit à petit des sortes de petits virus, enfin comment dire, au sens positif du terme, qui ensuite un peu se répandent. Mais je ne crois absolument pas que ce soit suffisant. Et en fait, la vraie question, c'est de trouver le moment où cela apparaît comme quelque chose qui rencontre suffisamment l'opinion pour être relayé ensuite par des dispositifs collectifs dont je crois, en ce qui me concerne, mais là-dessus c'est en débat, dont je crois qu'on ne peut pas faire l'économie que la puissance publique régule. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit les acteurs économiques seuls qui peuvent, comment dire, établir les normes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une intervention de la décision publique qui, évidemment, dans l'idéal, se situe au niveau des géographies de marché, et donc ça ne peut plus être de nature nationale, mais qui de temps en temps quand même reste de nature nationale parce que l'idéal n'est pas toujours ce qui se fait. Si, c'est quand même possible, sur des logiques. Le marché unique, pardon, non, attendez, je prends juste un exemple simple, pour être concret, et puis ça permettra de... Le grand débat qu'on a depuis extrêmement longtemps sur les sacs de caisse, par exemple, les sacs de caisse, ça peut être très bien traité par des réglementations nationales. Si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, le fait que l'on consigne les canettes ou les bouteilles de verre, c'est quelque chose qui peut très bien être dans un périmètre d'un État avant d'être étendu, parce qu'on ne va quand même pas aller faire ses courses en Allemagne, parce que les sacs de caisse qui polluent sont gratuits, alors, tandis qu'en France, on va imposer par la réglementation des sacs de caisse qui seront écologiques, mais qui seront un peu plus chers. Donc il y a des moments où ça doit évidemment être au niveau des périmètres ouverts de marché, et c'est effectivement supranational, mais il y a des fois aussi où c'est quelque chose qui se situe au niveau d'un certain nombre de réglementations. Mais c'est sûr que, par exemple, pour l'automobile, on voit bien que la réglementation doit être européenne. Ça n'a pas de sens d'imposer une réglementation en Espagne qui ne serait pas la même que celle qu'on peut imposer en France. Mais en même temps, comme on le sait bien, l'Europe avançant, pas aussi vite qu'on l'aimerait, il y a des fois où il faut jouer de l'un et de l'autre. Et je pense qu'à terme, et c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, bien que je considère que la consommation soit probablement le point le plus abouti de l'économie de marché et de la liberté des acteurs, contrairement à ce qu'on peut croire, je crois qu'on va vers des logiques de régulation et de réglementation beaucoup plus importantes et non pas des logiques de régulation de moins en moins présentes. Justement pour répondre à votre question. On voit bien, encore une fois, cette logique du passage de l'arbitrage individuel à l'arbitrage collectif. Il ne nous reste plus que 8 minutes pour ce débat. Ça devrait nous laisser le temps pour 2 questions. Madame, est-ce qu'on peut vous passer un micro ? Non. Enfin, vous pouvez, mais attendez d'avoir le micro. Bonjour, j'ai une petite question. Les produits biologiques sont toujours très chers. Pourquoi les grandes distributions ne les vendent pas ? Biologiques, les produits biologiques. Oui, nous les vendons. Nous avons une gamme bio et nous vendons ces produits. Nous vendons ces produits dans la grande distribution. Nous avons des gammes bio, si. Écoutez, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je peux vous dire qu'on vend des produits bio. Écoutez, en France, c'est dans la grande distribution représente majoritairement la distribution du bio. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de bio vendu dans les grandes surfaces qu'il y en a dans le commerce spécialisé en France. C'est dans la travée 23 au fond à gauche. Bon. Autre question ? Un membre du panel. On a dit tout à l'heure vous avez dit que le commerce équitable se développait, mais je voudrais savoir, je vais poser la question à M. Bauchet, est-ce que vous cherchez à le développer ou c'est juste pour vous donner bonne conscience ? Réponse en 30 secondes, merci. Merci de la question.
Non, de toute façon, il faut savoir que c'est le client qui décide, au bout du compte. C'est ça la vérité. Et donc, s'il y a une demande pour le commerce équitable, les produits équitables, évidemment, on servira d'intermédiation et ces produits rencontreront cette demande. La question, en fait, c'est est-ce que les gens sont prêts à acheter ou à payer plus cher, finalement, des produits venant de ce commerce équitable, parce que les conditions de production font que ces produits sont produits à un prix qui n'est pas nécessairement le prix de marché. Donc, il n'est pas le prix de marché, il est un peu plus cher. Alors, soit on prend sur nos marges, soit ils bénéficient d'aide, soit on les vend un peu plus cher que les autres produits. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils rencontrent à ce prix-là une demande? C'est tout ça le sujet. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, ces produits dits du commerce équitable rencontrent une demande. C'est pour ça qu'on les trouve dans nos rayons, mais qu'aujourd'hui, ça reste qu'une demande très faible. Si la demande augmente pour ce type de produit, si les gens sont prêts à payer un peu plus pour ce type de produit, eh bien, ces produits se développeront. C'est un peu le même type de réponse sur le sujet précédent, sur la responsabilité environnementale. Au bout du compte, c'est le client qui va décider. Est-ce qu'il sera prêt à payer un peu plus, finalement, pour avoir une sécurité supplémentaire, pour avoir dans tous ces domaines, en tout cas des engagements supplémentaires dans tous ces domaines. C'est toute la question. Elle est posée comme ça. Alors, je voudrais compléter tout à l'heure deux points. Ce que je veux dire, c'est que déjà, industrie et commerce se sont organisés pour traiter, par exemple, les emballages. Éco-emballage existe. Et c'est un exemple d'initiative qui permet de résoudre des problèmes d'emballage, qui sont des gros problèmes en matière d'environnement. Et deuxièmement, pour rebondir sur ce que disait M. Sarkozy, Guillaume Sarkozy, donc, on va assez souvent en Chine et on s'interroge beaucoup sur la Chine qui est l'usine du monde. Et je dois dire que la Chine, les dirigeants chinois progressent beaucoup dans cette prise de conscience dans ces domaines. C'est-à-dire que quand on les rencontre, ils ont toujours un discours sur l'énergie, la maîtrise de l'énergie, l'économie d'énergie, et sur l'environnement. Ils ont conscience que leur développement effréné va très rapidement, va leur poser des problèmes en matière énergétique et en matière d'environnement. Donc je suis aussi positif, parce que je dirais que c'est un mouvement d'ensemble, une prise de conscience d'ensemble, qui, relayé dans chacun de nos pays, fera que le consommateur sera prêt à payer finalement le prix de cette sécurité environnementale. Donc voilà. Mais il y a le discours et il y a la réalité. Il y a aussi la schizophrénie, c'est-à-dire qu'on peut trouver chacun individuellement très bien le commerce équitable et puis regarder chacun dans notre panier de courses qu'est-ce qu'on a acheté comme produit équitable. Moi, je dois avouer que j'ai un vrai problème avec le chocolat. J'aime bien le chocolat. J'ai du mal à trouver du bon chocolat équitable. J'espère que ça viendra. Une toute peut-être... Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Soyez très bref. Très bref. Il y a du très bon chocolat équitable, je suis belge, et il y en a qui viennent de sortir. Je vous donne mon adresse, m'envoyez une caisse et je verrai. Et les bio aussi. Et c'est du pur. Non, c'est vrai que je reviens sur la schizophrénie. En fait, on est schizophrène, je crois que c'est la réalité de l'être humain. C'est encore plus flagrant entre la vie professionnelle et la vie privée. Je ne sais pas comment chaque chef d'entreprise en fait réagit dans sa vie privée. S'il achète du commerce équitable, est-ce qu'il est équitable dans son entreprise et est-ce qu'il promeut l'équité dans l'achat de ses produits? Et donc, un chef d'entreprise, même de grande distribution, a-t-il l'opportunité dans son métier d'avoir la même règle d'éthique que celle qu'il a ou qu'il voudrait appliquer dans sa vie privée? Et donc, je pense qu'on ne peut pas se dire c'est le consommateur qui a le choix ou qui décide du mouvement. Je crois que c'est chaque être humain, par rapport à ses règles, par rapport à son conscient ou son inconscient, qui a des référents. Ces référents sont ceux qu'on a dans la société. Et donc, si chacun est plus en phase avec ses valeurs par rapport à sa vie économique, quelle qu'elle soit, où on met son argent, comment on gère sa société, je pense qu'en fait, il y aurait beaucoup de lois qui ne seraient pas nécessaires. Ça pourrait être la conclusion de notre débat. Est-ce que chacun d'entre vous avez un mot à dire ? Si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. En deux mots, il y a effectivement comme il y a des traces écologiques,
il y a aussi des traces économiques. C'est-à-dire que chacun de nos gestes de consommateurs, de contribuables, de citoyens laisse une trace. Le débat était centré sur la question des prix. Moi, j'ai une lecture plus politique, peut-être, en disant que tant que l'État consommera une grande partie de la richesse produite dans la sphère privée, il y aura dans ce pays et de plus en plus de consommateurs pour acheter des prix. Moins d'impôts et plus de consommation, ce serait bien. Guillaume, un mot? Oui, moi, j'ai le sentiment que ce qui est apparu, c'est qu'il ne faut vraiment pas mélanger le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a des bons prix bas et il y a des prix anormalement bas, que les prix anormalement bas, ça ne peut pas faire un modèle économique, parce que derrière ce modèle économique-là, il y a un coût caché pour d'autres à ces prix anormalement bas, mais que le problème n'est pas absolument insoluble, parce qu'il faut révéler, encore une fois, ces prix anormalement bas, il faut identifier qui les paye, et à ce moment-là, il faut se poser ce débat public. Le consommateur ne peut pas, comme ça a été dit au début de la séance, être à la fois enthousiaste et hystérique, et le citoyen, par ailleurs, lui, refuser les choses au moment de son vote ou au moment de son expression politique. Cette schizophrénie-là, elle peut être réduite. Et au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut éviter les débats simplificateurs sur la mondialisation. Et il y a évidemment des choses complexes dans la mondialisation, et il y a des choses que la mondialisation nous apporte et apporte aux pays concernés qui sont irremplaçables. Simplement, il y a des dérives, et le rôle dans une démocratie de ce type de débat, c'est de nous aider à comprendre et cantonner ces dérives. Robert, très vite. Oui, alors moi je vais quand même répondre à la question qui était posée. C'est-à-dire, moi je propose déjà, comme c'est très concret ça, de faire pression pour que les collectivités publiques, en tant qu'acheteuses, fassent intervenir de façon prioritaire également des critères d'équitabilité sur leurs achats. Je crois que les adjudications de marchés publics au moins 10 ans, c'est quelque chose qui s'est imposé parce qu'on a voulu laver propre à cause de tout ce qui s'est produit dans les scandales au cours des années passées. Mais je crois que, par exemple, dans les cantines, dans les collectivités, il y aurait des possibilités de faire en sorte que, et ça commence d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est pas... Mais je crois qu'en tant que citoyen, parce que c'est peut-être plus facile et il y a un effet de levier qui est plus important, je crois qu'il faudrait faire cela. Alors ensuite, dans les entreprises, oui, alors, les entreprises qui s'engagent dans ces chartes, dans ces choses-là, on constate effectivement que le personnel à l'intérieur a tendance à dire attendez, je prends juste un exemple, une petite entreprise dont j'ai lu le récit il n'y a pas longtemps, qui est sur les voyages, en particulier de B2B, donc pour les entreprises, les séminaires, vous savez, les incentives, comme on dit, et qui se présentent avec des logiques de tourisme équitable. Et le personnel de cette entreprise a dit récemment, mais puisque nous, on est à développer du tourisme équitable, il faudrait peut-être quand même que les fournitures qu'on achète pour l'activité de bureau, etc., ce soit aussi de l'équitable. Autrement dit, je crois que quand on manipule ces symboles, moi je ne pense pas que c'est uniquement de la bonne conscience, je crois que quand on manipule ces symboles, on est un chef d'entreprise qui les manipulerait en n'y croyant pas un minimum, finirait par se payer ça en effet boomerang sur la figure, et donc je ne suis pas trop pessimiste, même s'il ne faut pas dire que tout va basculer du jour au lendemain. Guillaume? Oui, moi je ne crois pas trop à la bonne volonté, je crois aux bonnes idées, mais regardez quelles sont les étiquettes sur les vêtements que vous portez. Et deuxième question, la dernière fois que vous avez voyagé, notamment en Asie, en Afrique du Nord, avez-vous absolument refusé d'acheter des copies? Bien sûr que non. C'est une question... Alors, c'est pas suffisant la bonne volonté. Si on reste là, on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi je proposais un programme politique. Merci Guillaume. Jacques? Bon, écoutez, moi je veux dire simplement qu'il existe des limites au prix bas. On en a exploré un certain nombre. La limite économique, on ne peut pas vendre en dessous de son prix de revient, en tout cas pas durablement. Une limite en termes de qualité, on l'a expliqué tout à l'heure. Le hard discount ne peut pas faire l'impasse sur la qualité. On vient d'évoquer les limites environnementales, la limite sociale. Ça, c'est de nouvelles limites qui arrivent. Moi, je crois beaucoup à ce type de débat, à des prises de conscience, au fait qu'on avance sur tous ces sujets et que la parole, le dernier mot, reviendra au consommateur, qui est écouté par le politique, n'est-ce pas? Merci Jacques. Le débat fut très riche. Je ne penserais pas que nous parlions de la stratégie Lisbonne. Je ne pensais pas que nous parlerions des tontons flingueurs.
Un slogan pourrait le résumer, c'est un slogan publicitaire, le slogan d'IKEA, les prix bas, mais pas n'importe quel prix. Un autre mot de conclusion, un bon débat, ça n'a pas de prix. Merci.